Bonjour et bienvenue dans cette 4e partie de mon top des vilains d'ici préférés. C'est un peu l'avant-dernière étape avant qu'on arrive à la crème de la crème, the top of the pop. Bref, on va dire à la dernière vidéo, qui va être la 5e partie de ce top. Là, ce coup-ci, on va voir du numéro 17 au numéro 10. Donc oui, on finit les dizaines. Bon voyage. Numéro 17. Sinestro. Sinestro est un vieux personnage. Il date de la réinvention du concept de Green Lantern lors de l'âge d'argent. Et il est apparu dans le numéro 7 de la nouvelle série, en 1961. En bref, il est aussi vieux que le Général Zod, les 4 Fantastiques et Mystique. Alors Mystique Disney, hein. Cherchez pas, j'avais envie de caser un perso des BD Disney. Sinestro, c'est un alien, né sur la planète Korugar. Techniquement un ancien anthropologiste, et le meilleur Green Lantern avant qu'Hal Jordan n'arrive. Enfin, ça c'est la version actuelle. À la base, c'est un renégat avant qu'Hal Jordan ne soit un Green Lantern, et il est assez caricatural. Oh, il y a de bonnes choses de fait avec le perso. Hein. Je pense au numéro 9 de Green Lantern, où Sinestro peut se transformer carrément en Hal Jordan avec son anneau et qui compte aller tuer les gardiens de l'univers. Faut dire aussi qu'à l'époque, les pouvoirs des anneaux étaient assez chelous dans le concept. En gros, il suffit de vouloir pour pouvoir. Il suffit juste de vouloir pour pouvoir tout faire. Dont modifier sa gueule, mais genre mais façon plastique. Hein. Le Sinestro de l'époque, il est plutôt chelou. Il a plein de trucs qui devraient me plaire. Par exemple, son anneau de pouvoir jaune, le seul à l'époque, il le tire du centre de l'univers d'antimatière, la planète Quard, où vivent les meilleurs fabricants d'armes. Je veux dire, le centre de l'univers d'antimatière. Ça devrait me faire kiffer. Et pourtant, je trouve ça un peu vide. Sinestro veut se venger à l'époque et pas beaucoup plus. Et puis Crisis est arrivé, et comme tous les personnages, Hal Jordan voit son origine re-racontée et modifiée. D'abord avec Emerald Dawn, puis surtout Emerald Dawn 2, sa suite, où on voit quelque chose d'important arriver. Sinestro était toujours Green Lantern quand Hal Jordan reçoit l'anneau. Mieux que ça, Sinestro devient le tuteur d'Hal Jordan. Et ça date seulement de 1991. Oh, avant ça, on a eu des trucs sympas de fait avec le perso, hein, comme le jugement et la mort de Sinestro. Mais vraiment, pour moi, Sinestro devient réellement intéressant au moment où l'on ajoute cette relation ami-ennemi entre Hal Jordan et Sinestro. Quelque chose qui les lie avant d'être ennemis. La relation maître-élève qui tourne mal, c'est plutôt bien vu. Et ça a permis de faire du personnage l'un des plus grands vilains actuels de l'univers d'ici. Lui qui jouait souvent autrefois les seconds couteaux. On a pu raconter comment il a récupéré son anneau de Green Lantern en laissant mourir son prédécesseur, Prol Gosgota, le voir créer le corps de Sinestro, lui donner une fille, Soranik Natu, et grosso merdo être le méchant incontournable de l'univers Green Lantern depuis. Et ça permet à Sinestro de lisser sa moustache à la 17e place de ce top. Numéro 16, Clayface. Clayface alias Gueule d'Argile. Un personnage que je kiffe même s'il y a eu grosso merdo 8 gueules d'argile. Vache! Avec des origines aussi diverses que chasseur de trésors métamorphe, terroriste du groupe Cobra, scientifique malade, enfant d'autres gueules d'argile, demandez ce que vous voulez, il y en a certainement. Mais moi, le Gueule d'Argile que j'aime bien, c'est l'original, celui que vous connaissez aussi certainement, à savoir Basil Karlo, petit acteur qui se voit tourner dans un film d'horreur et qui devient le personnage qu'il joue, Gueule d'Argile, et commence à tuer les autres acteurs, comme dans le film. C'est Détective Comics 40, en 1940, ça tombe plutôt bien pour le coup, et oui, à la base, il n'a aucun super pouvoir. Il revient juste 2-3 fois, il semble inspiré quelque part un peu du fantôme de l'opéra. En tout cas, c'est ce que dit Bob Kane. Mais alors comment on en arrive au Gueule d'Argile que l'on connaît, qui est juste surpuissant, pété de pouvoir, métamorphe, qui peut dessécher ce qu'il touche, et tout. Eh bien, vous vous souvenez des autres Gueules d'Argile dont j'ai parlé ? Eh bien, plusieurs d'entre eux avaient remplacé le Basil Karlo des origines, et ce, plutôt rapidement. Dès les années 50, on était parti sur Matt Hagen, le chasseur de trésors métamorphes dont j'ai vite fait parler. Puis quelques autres. À un tel point que certains ont tenu à créer une alliance des différents Gueules d'Argile, le Mud Pack, ou groupe de la boue, si on doit traduire grossièrement. Et, par curiosité, ils ont été voir le premier à avoir porté le nom,
Basil Carlo. Là, on est à peu près juste à la fin de Crisis, fin des années 80, et après que tout ce petit monde se soit pris une rouste collective par Batman, Basil Carlo va récupérer des gouttes de sang de chacun et se les injecter et récupérer ainsi tout leur pouvoir. Je trouve ça frappadingue et j'adore l'idée. C'est pour ça que je lis des comics, bon sang. Actuellement, on l'a aussi recréé sans le fait de voler ses pouvoirs, mais avec un maquillage industriel, le Renew, qui lui a fait perdre sa forme physique, et ça marche bien également. Ce qui est cool avec Gueule d'Argile, c'est son potentiel d'étonnement. Il est capable de devenir n'importe qui. Et bien en plus, c'est un ancien acteur, donc il peut vraiment singer les autres. On peut faire des bons twists avec cette particularité, et c'est même utilisé plutôt pas mal dans certaines adaptations. À un moment, il pouvait même copier les pouvoirs de ceux qui l'absorbaient. Le potentiel était too much, on a revu ce pouvoir à la baisse. Après, Wonder Woman est faite d'argile à la base, donc bon, le pouvoir n'a pas totalement disparu partout. Gueule d'Argile est aussi virtuellement increvable. Même envoyé au centre de la Terre, il parvient à revenir. 2 fois. Et rien que pour ça, Gueule d'Argile tient le spotlight à la 16e place de Stop. Numéro 15. Mr. Freeze. Est-ce qu'on peut être un bon vilain quand on a le nom d'une glace? Question difficile, n'est-ce pas? En élément de réponse, les glaces existent depuis 1973 et le vilain depuis 1959. Donc oui, sans doute, vu que les marques de glace veulent te piquer ton nom. Enfin, presque. À la base, Mr. Freeze, ennemi cryogénique de Batman, s'appelle juste Mr. Zero. Et est un méchant blague, comme par exemple Killer Moss, alias l'ami tueuse. Les producteurs de la série télé Batman vont vouloir l'utiliser, parce que double face était trop effrayant, mais vont se dire que bon, on va quand même changer de nom, et trouvent Mr. Freeze, qui, bon alors petite coïncidence, est aussi le nom d'un méchant de l'escadron d'aviateurs des Black Hawk. Je sais pas si les producteurs étaient au courant ou pas, et de toute façon je pense que même s'ils étaient au courant, ils s'en foutaient. Bref, le personnage est clairement pas parti de façon à figurer dans Stop. Clairement pas. Non, même le look était sans aucune inspiration. Même Killer Moss était plus impressionnant, bon sang. Heureusement qu'on nous expliquait quand même que son rayon gelant avait fait, sans mauvais jeu de mots, un retour de feu, qui l'obligeait à vivre dans une armure gardant la température en dessous de 0 pour survivre. Bref, Mr. Zero. Et bon sang, heureusement que Batman, la série animée, est passée par là. Désormais, le vilain est nommé Victor Fries, car on ne connaissait pas son nom en comics, et la série télé l'appelait Archivel. Non, hurrah pour le dessin animé. C'est simple, tout va être réinventé. Le scientifique Victor Fries, expert en cryogénie, va voir sa femme, Nora, contracter une maladie mortelle, et Victor va la cryogéniser en attendant de pouvoir la soigner. Pour pouvoir payer cela, il va inventer un rayon gelant pour des malfrats, qui va, comme avant, changer sa physiologie et l'obliger à rester sous la barre des 0 degrés pour survivre. La partie rigolote, c'est que juste avant que l'épisode du dessin animé sorte, on s'en foutait tellement du perso que le Joker venait de le tuer dans une mini-série sur Robin, et de façon totalement nulle en plus. Du coup, l'épisode de la série télé sort en 1992, et le personnage est ressuscité fin 93, début 94. Et depuis, chaque apparition du personnage est excellente. Et son taux d'apparition a très fortement augmenté d'ailleurs. Bref, c'est un personnage que je vous recommande, surtout à partir des années 90, et c'est assez rare au final. Et si jamais Mr. Freeze vous laisse de glace, sachez que chez moi, c'est mon 15e vilain DC préféré. Numéro 14. Gorilla Grodd. Je vous ai déjà dit que DC kiffait les gorilles. Beaucoup plus que Marvel en tout cas. Et tout ça, ça peut s'expliquer parce que DC faisait encore du super-héros pendant les années 50, là où Marvel a pu laisser cette phase derrière lui en ne recommençant pratiquement qu'au début des années 60, là où l'anticommunisme faisait feu de tout bois. DC, lui, est passé avec ses super-héros à l'époque où les films avec des singes avaient un succès monstre dans les années 40. Les années 50 verront donc énormément de couvertures avec des gorilles dessus, qui apparemment boostaient les ventes. Et bon, aussi parce que la SF était la mode en comics dans les années 50, avec les comics de romance. Enfin, bon, c'est un poil plus compliqué, mais grosso merdo, c'est pourquoi on a beaucoup plus de gorilles chez DC. Le plus connu est sans doute Gorilla Grodd.
né dans The Flash numéro 106, soit juste après le Maître des Miroirs. Seulement en couverture, c'est le flûtiste. Parce que la légende veut que Irwin Donenfeld, grand Manitou de DC, limitait le nombre de gorilles en couverture à un seul par mois. Bref, il est temps de parler de Grodd. Au cœur de l'Afrique, dans la jungle profonde, un alien s'est craché, ou bien une météorite, ça dépend des versions, pendant le 19e siècle. Ne cherchez pas, tout date du 19e siècle chez DC. Je vous avais vraiment dit que ça reviendrait. En conséquence, tous les gorilles du coin ont évolué, gagnant ainsi une intelligence hors du commun pour des gorilles, pouvant ainsi devenir l'équivalent des humains. Ils vont créer une société comme les humains, créer une cité comme les humains, et même avoir une royauté. Et donc il existe le roi des gorilles, Solovar. Celui-ci, tout comme Grodd, possède quelques pouvoirs supplémentaires, comme la télépathie et la télékinésie. Et c'est là que ça part en un presque X-Men. Solovar essaye d'assurer une paix entre les humains et les gorilles, et Grodd pense que les humains ne laisseront jamais les gorilles en paix et qu'il faut les exterminer. Puis bon, soyons francs, Grodd, ça lui permet aussi de laisser libre cours à ses envies de conquête, d'abord de Gorilla City, puis du monde. Heureusement que Flash est dans le coin et qu'il assiste régulièrement Solovar. Mais le côté fierté d'être un gorille, les humains sont une espèce à détruire, est bien présent quand même. C'est pourquoi il revendique souvent le fait d'être Gorilla Grodd. Parce que vous vous doutez bien que dans la cité des gorilles, tout le monde ne s'appelle pas Gorilla en premier nom. Il a une haine viscérale de Flash qui va l'empêcher de tuer Solovar et de prendre sa place à Gorilla City dans leur première rencontre. C'est pourquoi il s'allie régulièrement à d'autres méchants, même humains, car tuer d'autres super-héros ne peut qu'aider à ses différents plans, et surtout se débarrasser de Flash, allié sans commune mesure du roi Solovar. C'est pourquoi il a pu faire partie de la Société Secrète des Vilains, la première équipe des Rogues, Libra, Tartarus, bref. Il sait mettre de côté son antipathie envers les humains pour ses ambitions s'il le faut. Quelque chose qui fait défaut à un Magneto par exemple. Ses apparitions sont généralement énormes. Par exemple, dans la série Flash de Geoff Jones, c'est Gorilla Grodd qui met Hunter Zolomon sur la voie pour devenir Mr. Zoom, le reverse Flash de Wally West. Il tente de prendre le contrôle de Central City en utilisant ses pouvoirs télépathiques pour augmenter l'intelligence de tous les animaux de la ville. Le nombre de fois où il prend le contrôle télépathique d'êtres à pouvoir est effarant. Et puis merde, ce qui se passe avec Monsieur Mala et le cerveau montre bien sa vilainie et toute la rage dont il est capable. Force bestiale et intelligence incarnée, un reflet du potentiel destructeur et perfide de la race humaine, Gorilla Grodd ne mérite pas moins que la 14e place dans ce top de mes vilains préférés. Numéro 13. Bane. Bane, nom anglais, peut se traduire par fléau ou malheur. Dans son plus vieil emploi en langue anglaise, se rapporte au poison. Oui, les comics, c'est aussi l'occasion de se cultiver parfois. Même si c'est avec des luchadors survitaminés. Bane est un personnage dont le vrai nom nous est inconnu. Faut dire que les archives de la prison de Santa Prisca, où il est né et a dû grandir, ne sont pas terribles. De toute façon, ce sont les gardiens qui l'ont surnommé Bane. Sa première apparition, c'est en 1993, dans un comics qui porte son nom, Vengeance of Bane, numéro 1, où il est créé par une Dream Team de fous furieux, un concept de Neil Adams, écrit par Doug Munch et Chuck Dixon, et mis en image par Graham Nolan. Le personnage n'est au départ envisagé que comme une sorte de personnage fonction. On cherche à créer un perso capable de briser la chauve-souris pour l'histoire événement à venir Knightfall, où Bane brisera le dos de l'homme chiroptère. Mais le personnage s'étoffe très vite, loin d'être seulement un bourrin en puissance, dont celle-ci est décuplée par le venin, une drogue qui a d'abord affecté Batman avant la création du perso. Bane, en fait, c'est un aspect de ce que pourrait être Batman, le fameux ennemi en mode version maléfique. Car oui, ils ont pas mal de points communs. Intelligence développée, forte détermination, puissance physique et stratège de talent. Leur seule différence, c'est leur obsession et le fait que Bane utilise une drogue que Batman a rejetée. Alors, déjà, juste avec l'event Knightfall, Bane serait apparu dans ce top. Pas aussi haut, c'est sûr, mais oui. Pour ce qui est juste un vilain pour un titre événement, on a déjà un beau bébé. Déjà, il a le bon goût d'être développé avant de venir faire sa fête aux héros. C'est tout con, mais à la même époque, Doomsday ou Carnage n'avaient pas eu droit à la même attention. Et c'est sans doute ça qui a aidé à faire une différence. Dès le début, le perso a son propre titre, court certes,
mais le sien quand même. Et ça aide à mettre en place une version luchador dark du conte de Monte Cristo. Avec Knightfall, on va pas de suite oublier le perso, alors que normalement on devrait passer à la menace suivante. Mais non, on a Vengeance of Bane 2, où le perso décide que c'était une victime du système pénitentiaire et des recherches gouvernementales, qu'il est entre gros guillemets innocent, et décide de partir à la recherche de son passé, et arrête son addiction au venin. Avant de la reprendre au bout d'un moment, mais... Bon, il essaye. Et la recherche de son passé, et surtout de son père, l'emmène partout. Il est à un moment fiancé à Talia al Ghul, héritière de la Ligue des Assassins, il tabasse méchant et gentil un peu partout, bref, il prend de l'épaisseur. Puis viennent 2 arcs dans la série Gotham Knight, Tabula Rasa et Veritas Liberat, donc table rase et la vérité libère. Bane croit que son père peut être Thomas Wayne, et donc que lui et Batman seraient frères. Ils partent donc ensemble pour enquêter. Et puis finalement non, son père est un criminel que Batman avait déjà rencontré, King Snake, un membre de l'organisation Cobra, et créé par Chuck Dixon 2 ans avant Bane. Même sur le plan de la métaphore, le symbole marche. Et là ensuite on a les Secret Six de Gail Simone, où le personnage fait partie du cast principal de la série, qui est vraiment bonne, et où Bane va tenter de faire le point sur sa vie, de remettre en question le venin qui ne cesse de quitter et de reprendre, et surtout avoir une relation quasiment paternelle avec la fille de Vandal Savage, Scandal Savage, ce qui est important pour un personnage qui a une relation si compliquée avec son propre père. Et bref, on arrive en 2011 et les New 52 arrivent et vous commencez à comprendre ce qui fait que je répète souvent que c'est pas ma période préférée. Beaucoup de ces sous-intrigues et évolutions subtiles des personnages qui se font au long cours ont été arrêtés subitement et très souvent carrément annulés. Bane a eu un poil plus de chance, mais est quand même moins savoureux actuellement. Il est toujours utilisé comme ennemi redoutable de Batman, a perdu son côté ambivalent et massivement utilisé actuellement par l'auteur actuel de l'Homme Chauve-souris, Tom King. Ce qui montre que par contre, il est toujours pertinent. Pas mal pour un personnage qui, à l'échelle des comics, est encore jeune, et c'est pour cela qu'il brise sa place à la 13e place. Numéro 12. Hugo Strange. Dans Detective Comics 36, en 1940, Hugo Strange a commencé sa carrière de vilain en tant que Moriarty, pour le détective que représente Batman, un maître criminel imbattable dont le nom est connu de tous. Enfin, de tous ceux qui sont dans le milieu en tout cas. C'est le premier ennemi de Batman qui nous est présenté ainsi, comme un Moriarty. Déjà, on est intrigué par l'idée. Bon, après, son plan original qui est de faire de la fumée pour s'échapper après ses crimes est moins cool. Mais la mise en scène et le soin apporté au personnage lui donnent une aura particulière. Batu va l'arrêter et quelques numéros plus tard, Hugo Strange va s'échapper. L'intrigue n'est pas particulièrement grandiose à mon sens, on parle d'hommes monstres, bon. Mais Hugo Strange est encore une fois très bien mis en avant. Il y a même de la torture au fouet sur l'homme chauve-souris, auquel il commence à s'intéresser un peu plus que juste ce type qui se met en travers de ses plans. Et même la mort, puisqu'il est jeté d'une fenêtre, ne semble pas l'arrêter, puisqu'il revient quelques numéros après où il retombera aussi, et là serait considéré comme vraiment mort. Mais avant cela, il invente la toxine de terreur des années avant l'épouvantail. On est donc fin 1940, dans Detective Comics 46, et Hugo Strange est mort. On le fera revenir en 1977. D'abord Steve Englehart dans l'arc Étrange apparition, où le personnage est revenu à la vie, découvre l'identité secrète de Batman et fait de sa vie un enfer tout en refusant de révéler l'identité secrète aux autres vilains. Par respect pour ce que représente Batman ? Attends, est-ce qu'on serait pas sur un personnage qui évolue depuis le début sur la même thématique ? Bon, de toute façon, il remeurt, tué par le politicien ripou Robert Storm, qui veut absolument l'identité de Batman, et Hugo Strange en sort en tant que fantôme. Chelou. Surtout que c'est pas fini, puisqu'en fait, en 1982, on apprend qu'il est encore pas mort, continuant à rendre Robert Storm fou avec des appareils de dingue pour faire croire à un fantôme, et en préparant sa revanche sur Batman. Frappé là où ça fait mal, avec des mannequins jetables d'Alfred et de Robin, Hugo Strange en costume de Batman, une imagerie incroyablement malaisante qui touche Batman là où aucun autre criminel ne touche vraiment, ce qu'il a créé, le mythe de Batman. Un mythe où Strange, désormais, veut se rattacher, faisant un transfert sur Batman, qui est son idéal personnel, son Übermensch. Et c'est toujours le même personnage qui a commencé en tant que Moriarty du crime. On a droit à une autre version à peu près au même moment,
sur la Terre de l'âge d'or, où un très vieil Hugo Strange, pour le coup, se venge en pleine Batcave et meurt dans sa tentative. C'est une histoire d'Alan Brennert, scénariste qui écrit très peu d'histoires mais qui sont pratiquement toutes des chefs-d'œuvre. Après Crisis on Infinite Earths, cet indépassable pilier, le personnage est réinventé en tant que psychiatre, puisque l'évolution du personnage jusque-là l'avait amené à vouloir copier la persona de Batman, son identité même. Le personnage devient capable de comprendre les faiblesses et le profil psychologique de n'importe qui en 2 secondes. Il va commencer à s'attaquer aussi à la famille étendue de Batman, pour des résultats souvent jouissifs. Certains auteurs, comme Doug Moench, vont aller un peu trop loin dans le n'importe quoi avec le personnage, mais voici les points qui font que je kiffe ce perso. C'est un vilain qui étudie en extrême détail son ennemi pour frapper où ça fait mal. C'est littéralement dans l'univers d'ici un mec qui étudie Batman en détail pour de vrai comme font pas mal de fans. Il est increvable, il meurt pratiquement à chaque réapparition et revient comme une fleur. Il est un vrai mystère. Il est incroyable de vilainie. Il a utilisé des plans de dingue. Pour info, 1 mois avant Daredevil Born Again, Batman est détruit psychologiquement par Hugo Strange, il a inventé la toxine de terreur, il a fait l'intrigue de la dernière chasse de Kraven bien avant cette dernière, même à un moment la dernière chasse de Kraven aurait dû être sur la relation Hugo Strange-Batman. L'homme chiroptère a dû s'inventer une personnalité de secours en premier, non pas dans le run de Morrison, mais dans une histoire de Devin Grayson sur Hugo Strange, et bon sang, le Dr Hurt chez Morrison aurait fait tellement plus de sens si c'était Hugo Strange derrière. En bref, un personnage qui vous juge, à la 12e place de Stop. Numéro 11. Amanda Waller. Amanda Waller, surnommée aussi The Wall, le mur, est née juste après Crisis on Infinite Earths, dans la réinvention de l'univers d'ici qui a duré quelques années après la giga maxi série. Quelques mois après, en 1986, on lance un petit événement, Legends, qui servira à relancer ou donner une nouvelle direction à certains concepts. Comme l'arrivée de la rigolote Justice League International, Wally West comme le nouveau Flash, et la réinvention de la Suicide Squad, un concept qui date de 1959, dans les plages de The Brave and the Bold. Une réinvention qui reprend certains personnages de l'ancienne Suicide Squad, comme Rick Flag, mais qui rajoute les criminels à l'équation. Car oui, à la base, il n'y avait pas de criminels dans la Suicide Squad, c'était plutôt le job de la Task Force X. Mais bref, maintenant la Suicide Squad est composée majoritairement de criminels, à qui on donne donc une chance de se racheter. Et pour garder tout ce petit monde bien sage, il va falloir un personnage extraordinaire. Et c'est là qu'entre en scène Amanda Waller. Amanda Waller vient de Chicago, où une bonne partie de sa famille s'est fait tuer, et s'est reconvertie dans la politique, où elle excelle grandement. Dans sa carrière politique, elle entend parler de certains groupes un peu secrets, comme la Suicide Squad ou Task Force X, et décide de ressusciter les deux projets en un temps de défiance du public envers les super-héros. Ça, c'est le crossover légende. Et à partir de là, le personnage va rester. Et là, vous allez me dire, mais si elle maintient des méchants en ordre, pourquoi elle est classée dans les méchants ? C'est très simple, elle est absolument pas du côté des héros non plus. Vous voyez, dans les films américains, on voit souvent le militaire borné qui va à tout prix tenter l'option nucléaire, même si on sait que ça servira à rien. Amanda Waller, c'est un peu ça, sauf qu'on est dans un univers où il y a pas mal de choses plus puissantes qu'une bombe nucléaire. Le personnage va assurer la sécurité du plus grand nombre. C'est un objectif louable en soi, mais ne se pose aucune limite, contrairement à pas mal de héros. La fin justifie les moyens, c'est littéralement la phrase commune des super-vilains. Et elle s'oppose régulièrement aux super-héros en tout genre. Bref, je peux largement la poser au moins en antagoniste. Et un excellent antagoniste en plus. Une antagoniste qui travaille avec l'appui de la loi, même si elle interprète parfois cette dernière un peu comme elle veut. Excellente stratège et politicienne machiavélique, au sens littéral du terme, elle a aussi un rapport chelou avec les méta-humains, ou personnes à pouvoir, qu'elle ne voit que comme des pions ou des ressources à utiliser. Elle est capable de tenir la Suicide Squad en main pendant des années, et c'est une tâche constante, mais aussi de rebondir, une fois que toutes les concessions et magouilles faites toutes ces années la rattrapent. Elle se trouve juste une autre organisation du même genre, comme Checkmate, ou même le gouvernement de Lex Luthor, quand il est président des États-Unis. C'est sans doute même le moment où elle est la plus appréciable d'ailleurs, ayant le même objectif que les super-héros pour une fois. Amanda Waller donne vie à l'univers d'ici,
a un look marquant qui lui assure la survie dans un milieu visuel comme celui des comics, se permet d'être badass à souhait sans forcément casser des nuques tous les quarts d'heure, et propose un type d'obstacle au héros qu'il est pratiquement impossible d'empêcher de nuire. Bref, elle est formidable et mérite amplement sa place à la 11e place de Stop. Numéro 10. Brainiac. Comme Bizarro, il a été créé par Otto Binder en 1958. En plus du côté inventif qu'amène ce scénariste que j'adore, on a le droit pour son apparence graphique à l'un des meilleurs artistes des années 50, le type qui a été la référence pour dessiner Superman, Al Plastino. Avec de tels parents, tu m'étonnes que le personnage est resté. C'est compliqué de parler des origines et de l'évolution de Brainiac, parce qu'il a eu énormément d'évolutions, de rétropédalage. Bref, un coup c'est une machine créée par les ordinateurs tyrans de la planète Colu, un coup c'est un alien humanoïde qui vient de la planète Briac, puis on change la planète pour Colu, du coup c'est un bazar sans nom. Difficile en plus de dire si une possibilité en vaut une autre ou pas. Le côté machine froide est vraiment intéressante, le côté alien prétentieux est tout aussi valable. Juste enlevez-lui le fait qu'il se balade avec un singe de l'espace nommé Coco, vraiment ça remontera sa street cred par contre. Bon, déjà sa première apparition, il s'amuse à faire ce qu'il fait le plus souvent, à savoir récolter des échantillons de planètes. Donc en gros, piquer des villes, les foutre sous bouteille et les conserver comme des livres sur une bibliothèque. Bref, son idée à la base était de repeupler la planète sur laquelle il régnait, une planète nommée a posteriori Briac. Mais comment on peut faire mieux que ça? Et puis que bon, biologiquement, repeupler une seule planète avec des tonnes de gens qui ne viennent pas forcément de la même planète, c'est pas l'idée du siècle. On va le changer le bonhomme. Dès 1964. Ça fait peu de temps après au final. Le gars devient donc une machine créée par les ordinateurs tyrans de la planète Colu, mais qui a une apparence humaine parce qu'au départ, il doit servir d'espion sur les autres planètes. Le genre infiltré quoi. Et à partir de là commence la relation amour-haine entre Lex Luthor, où les deux vilains collaborent et se font des coups de Trafalgar sans cesse. Bref, Brainiac passe son temps à vouloir mettre des villes en bouteille, comme la cité kryptonienne de Kandor, ou bien vouloir se venger, souvent de Superman ou de Lex Luthor. Et maintenant, une fois Crisis fini, Brainiac s'est stabilisé grosso merdo comme un scientifique de la planète Colu, super intelligent et supra-arrogant, nommé Vril Dox, qui a tenté de renverser les ordinateurs tyrans de la planète, mais qui a échoué et a été condamné à mort, devenant un être sans corps, d'abord s'attaquant à des humains, comme Milton Finn, puis à des robots et tout plein de trucs. On s'ennuie jamais avec Brainiac. Non seulement il est une menace à l'échelle galactique, qui fait trembler toutes les planètes, dont sa planète d'origine, il est aussi un très bon ennemi de Superman, grâce au lien avec la cité de Kandor, le seul lien qui reste avec le monde d'origine, en tout cas quand on enlève Supergirl, Krypto et tout ça. Il est également une menace forte pour n'importe quel héros, car personne ne veut voir sa cité se faire embarquer dans les airs, surtout que la cité c'est quelque chose d'assez important pour un super-héros, et surtout, il combat aussi fréquemment sa propre descendance, que ce soit le Brainiac 5 de la Légion des super-héros, ou bien alors son propre clone de lui-même quand il était organique, nommé du coup Vril Dox, et parfois aussi Brainiac 2. D'ici à un poil abusé sur le côté « Eh, c'est Brainiac 13200 !» C'est vrai que Brainiac 8 ou 13, c'était un poil abusé, mais Brainiac 2 et Brainiac 5 sont d'excellents personnages, et qui, en plus de la difficulté inhérente à faire le bien, doivent gérer l'héritage du grand vilain qui partage leur nom. Non, Brainiac mérite définitivement sa place dans ce top, à la 10e place. Et voilà, c'est la fin de cette 4e partie du top. On se retrouve la semaine prochaine pour la 5e et dernière partie. J'espère que vous kiffez le voyage.